Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes, bonjour et bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. J'aimerais, à travers cette vidéo, partager quelques réflexions en rapport avec l'unité nationale. D'abord, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Maître Christian Kankou, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Eh bien, je suis membre de l'ASBEL U26. U26 veut dire Unité de 26 provinces. Vous le savez, la RDC, dans sa configuration actuelle, a 26 provinces. Elle est composée de 26 provinces. Et j'aimerais d'emblée déjà vous signaler que désormais, notre ASBEL U26 a une chaîne YouTube. Et à partir de cette chaîne-là, vous pourrez commencer à nous suivre et vous aussi partager nos réflexions en rapport avec l'unité nationale. Parce que l'unité nationale, c'est ça qui fait la force d'un peuple et d'un pays. Alors, parlant de l'unité nationale, j'aimerais déjà vous signaler que l'unité, c'est... Tout le monde a besoin de l'unité. Chaque nation a besoin de cette unité, soupire après cette unité. Et en tant que Congolais, en tant que peuple congolais, nous aussi, nous avons besoin de l'unité. Vous savez que la RDC, dans sa configuration actuelle avec ses 26 provinces, elle a plus de 400 ethnies et plus de 100 tribus. Et toutes ces ethnies et ces tribus se retrouvent disséminées à travers le pays dans ces 26 provinces, comme je le disais. Alors, toutes ces 26 provinces, toutes ces ethnies, toutes ces tribus doivent être unies. On appelle à l'unité parce que, n'oubliez pas que l'unité nationale, ce n'est pas quelque chose que nous avons créé, mais c'est le désir, c'est le vœu même du constituant. Quand je parle de constitution, je fais allusion à la loi fondamentale qui est la Constitution. Et si nous lisons la Constitution, à son article 1er, il est dit ceci: la RDC, la République démocratique du Congo, dont ses frontières du 30 juin est un État de droit, c'est un État indépendant, c'est un État souverain. Mais ce qui est plus intéressant, et c'est ce qui nous intéresse ici, nous tous, c'est que la Constitution dit que la RDC est un État uni, un État indivisible. Alors, quand on parle de l'unité et de l'indivisibilité de l'État congolais, on fait allusion d'abord à son peuple. Le peuple, on parle de l'unité du peuple, on parle du peuple uni. Et toujours dans la Constitution, si vous lisez à l'article 63, nous connaissons très bien l'article 64, mais nous devons lire aussi l'article 63 parce que c'est un article très important et que je considère comme un article super sacré de la Constitution. Il pose là un principe fondamental de l'unité nationale. Il dit ceci: tout Congolais, l'article 63, tout Congolais a les devoirs sacrés. Les devoirs sacrés, il a les droits, mais il a aussi les devoirs de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Il continue, il dit encore: un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Et, in fine, l'article 63 dit ceci: toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a les devoirs de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Et donc vous pouvez comprendre avec moi par là que l'article 63 pose là un principe très important. C'est un principe constitutionnel parce que c'est la Constitution qui érige l'unité nationale en devoir sacré et appelle les autorités et chaque citoyen à militer et à militer pour la sauvegarde
et à faire un effort pour consolider cette unité nationale. L'article 64, je saute l'article 64, je vais à l'article 66. Mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, il est dit ici à l'article 65 et 66 plutôt, tout Congolais, on n'a pas dit Moulouba, Moukongo, Mouswahili, Moussakata, je ne sais pas, on est tellement nombreux, on a beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies, mais on a dit tout Congolais. Donc le tout là renferme toutes les tribus et toutes les ethnies en un seul Congolais. Donc un seul Congolais, chaque Congolais, tout Congolais a les devoirs. Les devoirs de faire quoi? D'abord de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, je dis bien sauvegarder d'abord, promouvoir et de renforcer l'unité nationale. L'unité nationale. Donc quand les constituants, à travers cette constitution, a voulu reprendre les concepts ou ces termes d'unité nationale, c'est avec raison. Donc les Congolais, nous avons ces devoirs-là de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale. Eh bien, je peux dire que c'est là notre démarche U26. Nous sommes dans cette logique-là, nous sommes dans cette approche-là. J'aimerais signaler déjà aussi que quand on parle d'unité nationale, on ne veut pas parler des luttes seulement contre le tribalisme, parce que ça c'est une approche, du début, et c'est une approche que tout le monde connaît, c'est une approche de tous les communs, de tout le monde peut, quand on parle de l'unité nationale, croire qu'on fait allusion au tribalisme, alors qu'il n'en est pas le cas avec U26. U26 a une approche tout à fait globale et générale et une approche englobante. Donc, unité nationale pour nous, je disais que ce n'est pas une idée de gauche, ce n'est pas une idée de droite, mais l'unité nationale, c'est une affaire de tous. L'unité nationale, ce n'est pas une affaire de l'UDPS, du PPRD, du MLC, c'est une affaire de tout citoyen congolais parce que c'est un devoir sacré selon ce que nous venons de lire. Donc en vertu de l'article 63 et 66 de notre Constitution qui érige l'unité nationale en devoir citoyen. Et donc, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, vous pouvez comprendre que à ces niveaux ici, nous avons vraiment besoin de rappeler à chaque citoyen congolais que nous avons besoin de cette unité. Et cette unité-là, c'est ça même la garantie. C'est une garantie de notre développement. C'est un gage de notre développement. L'unité nationale fait qu'un État soit fort. On ne peut pas parler des États-Unis sans parler d'unité des Américains. On ne peut pas parler de la RDC sans parler de la force de la RDC, sans parler de l'unité du peuple congolais, l'unité de toutes les provinces, l'unité de toutes les tribus. On ne peut pas, en tout cas, imaginer la RDC et concevoir que la RDC est unie sans parler de l'unité de son peuple. Et donc, j'aimerais que nous fassions une réflexion, parce que quand on parle d'unité, ce n'est pas seulement la lutte, comme je le disais, contre les tribalismes, mais l'unité, il y a plusieurs approches, et j'aimerais aborder deux approches aujourd'hui. La première approche, c'est l'unité nationale comme droit, l'unité nationale et les droits du peuple et les droits des citoyens. Je ne peux pas concevoir un seul instant que je sois Congolais, habitant
Kinshasa et que je me sente uni avec, et que je dise que mon frère là est congolais, alors que moi j'ai joué des droits élémentaires, par exemple. Manger, c'est un droit. La scolarité, c'est un droit pour les enfants. Je ne peux pas imaginer qu'un enfant qui habite Kinshasa ou moi qui habite Kinshasa, je mange à ma faim et qu'un autre Congolais un peu loin là dans l'Équateur ne soit pas en mesure de manger. Donc quand on parle d'unité nationale, c'est un droit aussi. Parce que le peuple qui est le même peuple là, il a droit aux mêmes avantages. Il a besoin de mêmes droits. C'est l'uniformité de droits. C'est l'uniformité des droits dont on parle ici. Quand on parle d'unité nationale, on doit voir l'uniformité des droits pour tous les citoyens congolais. Et donc, c'est un sérieux problème. C'est pourquoi nous appelons, c'est pourquoi nous disons que l'unité nationale, ce n'est pas seulement la lutte contre le tribalisme, mais c'est aussi reconnaître les mêmes droits à chaque citoyen partout où il se trouve. Donc, les garçons qui vivent dans l'Équateur et qui va à l'école, qui étudie à même les sols, ne peut pas être, on ne peut pas dire qu'il y a unité, aussi longtemps qu'à Kinshasa, il y a des enfants qui étudient sur les bancs. Donc le peuple là, on peut considérer qu'ils ne se sentent pas unis, ils ne sont pas cette unité-là. Le même, l'Américain, quel qu'il soit, il suffit qu'il se déplace dans une autre ville, dans un autre État, il ne sentira pas qu'il est perdu. Il se sentira chez lui, il se sentira aux États-Unis et il se sentira uni avec les autres Américains qui se retrouvent dans d'autres États parce qu'il sait qu'il y a l'uniformité des droits, il sait qu'il y a le même droit qui sont garantis à chaque citoyen. Et donc, c'est un combat. Pour nous, I26, nous disons, c'est notre plaidoyer, c'est notre cheval de bataille et nous nous battrons pour que l'unité nationale que nous prenons ne soit pas seulement un slogan creux ou des simples mots, mais que ce soit une réalité. Le deuxième aspect que j'aimerais aborder encore ce soir en rapport avec l'unité nationale, c'est les symbolismes unitaires. Quand je parle de symbolisme unitaire, je fais allusion au symbole de l'unité nationale. Je disais que le peuple uni, quand on parle d'unité nationale, on voit l'unité du peuple. On parle du peuple uni. Mais ici, j'aimerais aborder les symbolismes ou l'emblème de l'unité nationale. Comment ces peuples unis, comment peut-il être représenté? Eh bien, c'est toujours la Constitution qui va nous éclairer là-dessus. C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous l'article 69 de la Constitution de notre pays qui dit ceci: le président de la République, il est le chef de l'État et le chef de l'État, il représente la nation et il est les symboles. Les symboles de quoi? Les symboles de l'unité nationale. Mes chers compatriotes, c'est très sérieux. Parce que tout le monde sait très bien que les chefs de l'État, il est les garants du bon fonctionnement des institutions. Mais je sais que sur 10 Congolais, peut-être 2 entendent pour la première fois ou non, ont déjà entendu pour la première fois l'aspect symbole de l'unité nationale où on vous dit que le chef incarne toute la nation. Il est la représentation de cette unité du peuple. Et en tant que tel, nous avons le devoir de le soutenir parce que n'oubliez pas que la Constitution nous dit que nous devons promouvoir l'unité nationale. Je ne fais pas du dialogue ici. Je suis en train de vous ramener à la Constitution. Et en tant que juriste et avocat,
le seul réflexe que j'ai, c'est de maintenir à ce que les constituants a dit. Les constituants a dit qu'il est le symbole de l'unité nationale. Donc, en tant que chef d'État, Muluba, Mukongo, Muswahili, Musakata, tous ces peuples-là se retrouvent en quelque sorte représentés au niveau du pays par une seule personne, et c'est le chef de l'État. Donc ici, j'aimerais nous appeler à deux choses. J'aimerais vous appeler d'abord à prendre conscience de ce que vous avez comme devoir en tant que citoyen. Le citoyen est appelé d'abord à sauvegarder l'unité nationale, promouvoir et consolider cette unité. Ça, c'est les devoirs. Mais en même temps, j'aimerais aussi faire peut-être un appel aussi aux autorités, parce qu'il est dit toute autorité nationale, à l'article 63, toute autorité. Ce n'est pas seulement les citoyens, mais les citoyens en général, c'est-à-dire les autorités sont compris aussi comme faisant partie de ce peuple. Ils sont aussi citoyens, mais au-delà d'être citoyens, on sait qu'il y a des autorités qui peuvent, à leur niveau aussi, sauvegarder cette unité. Mais la personne qui est au summum des chefs de l'État, il a aussi ses devoirs-là. Et en tant qu'emblème de cette unité nationale, il a intérêt à travailler et à militer pour que cette unité nationale, pour que l'unité de tous les Congolais, l'unité de 26 provinces, soit une réalité. Que ce ne soit pas seulement des slogans, mais que ce soit quelque chose matérialisé, quelque chose de vécu, et ce sera pour le bonheur et le bonheur de tous les Congolais. Voilà en quelques mots, de manière ramassée, de manière lapidaire, ce que je peux proposer comme réflexion et partager avec vous ce soir, et je vous remercie. À plus tard.